Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 5, ou plutôt du 4 décembre au 11 décembre, du 4 au 11 décembre, la troisième phase de la deuxième lune d'automne nord, printemps sud, donc de la pleine lune, la nuit du 4 au 5 décembre à 0h13, au dernier quartier, le jeudi 11 décembre à 21h51. Voilà, donc nous allons faire le tour de ce que nous pourrons voir dans le ciel cette semaine et savoir ce que vous ne verrez pas, car je suis donc Claire Henrion, montreuse d'étoiles et chroniqueuse astronomie, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus justement de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas, car la mécanique céleste est plein de petits ressorts que, bien entendu, on ne voit pas directement, mais justement qu'en observant, on comprend de mieux en mieux. Donc c'est formidable, venez vous brancher terre, ciel avec moi chaque semaine au moins pendant pour ce bulletin astronomique, comme ça vous êtes beaucoup mieux connectés pendant toute la semaine. Donc, merci à vous de suivre cette chaîne. Merci à nos abonnés. Merci de vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous êtes nouveau. Merci de partager, de liker, de commenter. Et voilà, merci beaucoup. Commence de suite. Nous allons donc partager mon écran et nous rendre d'abord sur l'affiche que vous pouvez télécharger et imprimer suivant le lien qui est dans la description de la vidéo en dessous. Et donc, voilà, vous arrivez sur l'article que je publie à peu près en même temps que les vidéos et qui vous donne tous les détails dont je ne fais que vous présenter l'écume dans cette vidéo. Donc, si vous voulez tous les détails précis et des tas de liens qui vont vous permettre d'approfondir, eh bien, n'hésitez pas à aller lire aussi l'article et, si vous le voulez, télécharger la fiche. Vous pouvez l'imprimer, l'avoir sous les yeux tout le temps, enfin, comme vous voulez. Donc, il s'agit donc de la troisième phase de la deuxième lune d'automne nord, printemps sud, de la pleine lune le 5 décembre à 0h13, soit le 4 décembre, donc vendredi 5 décembre 0h13, soit jeudi 4 décembre 23h13, en temps universel, au dernier quartier, le jeudi 11 décembre à 21h51, pour l'heure de France Métropole. Donc, ben, la lune, hein, on commence d'abord par suivre les péripéties de la Lune. Et donc, la pleine Lune, donc la nuit du 4 au 5, pour commencer, j'ai repris le 4, hein, puisque c'est vraiment à cheval sur le jeudi 4, vendredi 5. Le jeudi 4 à 2h07, la Lune est donc conjointe à Uranus. À 3h48, qui est dans le dernier degré du signe du Taureau, enfin même l'avant-dernier. Le jeudi 4, toujours à 3h48, elle entre dans le signe des Gémeaux. Et comme toujours à notre époque, en raison de la précession des équinoxes, elle est conjointe aux Pléiades à 4h12. Donc l'amas des Pléiades, 42 minutes au sud, il y a une occultation visible, observable donc en France métropolitaine, en Europe en général. Et donc vous avez le lien pour un article détaillé du LTE, le laboratoire Temps-Espace, anciennement IMCCE, qui décrit très bien les conditions d'observation. C'est sur la fin de la nuit, voilà, grosso modo, de 4 heures à 6 heures du matin. Les Pléiades marquent donc de nos jours le premier degré du signe des Gémeaux. Amas ouvert, autrement appelé les sept sœurs, tout près duquel se tient Uranus ces temps-ci. Bon, alors, cette lune, elle est au périgée, au plus près de la Terre, à 12h14, le 4, hein, le jeudi 4 décembre. Donc, bah, au plus près, voilà. À partir de là, elle va aller vers son apogée, donc elle va ralentir un peu dans sa course autour de la Terre. Et puis à 19h41, elle est conjointe à l'étoile Aldébaran, alpha du Taureau, qui marque de nos jours en raison de la précession des équinoxes le 11e degré du signe des Gémeaux. Et c'est la pleine lune, le vendredi 5 à 0h13, une pleine lune exceptionnellissime, les amis, parce qu'elle a euh, trois qualités, trois qualités particulières.
Alors, pour l'année, c'est la plus haute de l'année, c'est celle qui monte le plus haut dans le ciel à sa culmination. On l'appelle une super lune parce qu'elle est tout près du périgée, on vient de le voir, donc elle est grosse. On a diamètre apparent, quoique ce soit pas spécialement détectable à l'œil nu. Et c'est la dernière lune extrême, c'est-à-dire extrême dans sa course, où elle se lève le plus près du nord possible, du côté de l'est, où elle monte le plus haut dans le ciel, où elle se couche le plus près du nord possible, du côté de l'ouest. Et ça, ceci est dû justement au fait que c'est en train de s'écarter maintenant, mais on s'est trouvé fin 2024, début 2025, avec sa déclinaison maximale qui coïncidait avec sa latitude maximale, donc déclinaison maximale 23 degrés 26 pour le Soleil. On rajoute les 5 degrés et quelques d'inclinaison du plan de l'orbite lunaire sur le plan de l'écliptique, le plan Terre-Soleil, et donc la Lune peut gagner et avoir ses 5 degrés en plus. C'est ce qui était le cas, donc ça lui donne une déclinaison de 28 degrés et quelques, et ça la fait monter très haut dans les cieux de l'hémisphère nord et avoir une grande course. Alors, bah, ça a été à peu près le cas toute l'année, bien sûr. Sauf que là, ça tombe pour la pleine lune, hein. C'était, voilà. Sinon, elle n'était pas forcément à ses extensions maximales au moment de la pleine lune. C'est pas le cas. Et donc, elle a ces trois caractéristiques. Donc, c'est une sacrée pleine lune qui a lieu dans le 14e degré du signe des Gémeaux pour la lune, le soleil étant, dans celui du Sagittaire. Le soleil est devant la constellation d'Ophiuchus et la lune, celle du Taureau. Alors, donc, elle atteint dans la foulée sa latitude maximale, donc au plus haut, au-dessus du plan de l'écliptique. C'est ce qui fait tout ça cumulé, c'est la plus haute de l'année et en plus extrême. Alors, on continue. Le vendredi 5 à 15h40, elle est conjointe à l'étoile Elnat, donc bêta du Taureau, et elle occulte aussi l'étoile pour l'Indonésie et le nord-est de l'Australie. Le vendredi 5, alors non, d'abord la Lune, hein, je vous parlerai des planètes après. Vendredi 5 à 22h43, elle atteint sa déclinaison maximale, donc c'est le moment où elle passe au plus haut dans le ciel. Et donc elle culmine donc un tout petit peu après le milieu de la nuit, c'est dans la nuit du 5 au 6, et c'est là qu'elle passe le plus haut. Voilà, c'est là qu'elle passe le plus haut dans le ciel. Et donc, on n'est pas loin. Elle culmine aux alentours de 1 heure du matin, puisque c'est le lendemain de la pleine lune. Au jour de la pleine lune, la lune se lève à peu près au coucher du soleil. Elle culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. Puis, chaque jour, elle se décale en moyenne 50 minutes plus tard que la veille, mais ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, comme 1 heure et demie selon, où elle se trouve sur l'écliptique, donc ce qui fait qu'elle peut être de courte ascension ou de longue ascension. Donc, je reprends, elle est donc à sa déclinaison maximale vendredi 5 à 22h43 dans le 28e degré de signe des Gémeaux, puis elle entre dans le signe du Cancer samedi 6 décembre à 2h54. Elle est conjointe à l'étoile Pollux, bêta des Gémeaux, la plus brillante des deux jumeaux, Castor et Pollux, dimanche 7 à 17h04. Pollux marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 24e degré du signe du Cancer. Et Jupiter se trouve juste à côté. Donc ces temps-ci, vous voyez, on a Uranus près des Pléiades, on a Jupiter près de Pollux. Les planètes se déplacent, mais pas bien vite. Et donc on a à cette conjonction Lune, Pollux et Jupiter, donc à observer. Jupiter se lève maintenant aux alentours de 20 heures, donc pas tard dans la nuit. Donc la conjonction à Jupiter à 17h51 dans le 25e degré du signe du Cancer. Puis la Lune, elle entre en Lion lundi 8 à 3h48. Elle redescend déclinaison donc et rentre dans les limites zodiacales lundi 8 à 4h13. Elle est conjointe à l'amas de la crèche Messier 44, lundi 8 à 16h55. Donc, l'amas se trouve un petit peu au sud. Bon, la lune encore bien gibbeuse décroissante, donc brillante, euh, se masque un peu l'éclat, bien sûr, de l'amas de la crèche qu'on peut sûrement quand même voir aux jumelles. Mardi 9, mercredi 10, la lune entre dans le signe de la Vierge à 8h20 et dans la foulée,
Elle est conjointe à l'étoile Régulus, alpha du Lion, puisque Régulus marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe de la Vierge. Régulus, c'est l'étoile alpha du Lion, oui, je viens de le dire. Donc un spectacle encore, l'étoile se lève, la lune se lève à 22h25, l'étoile à 22h54 pour notre localisation, et les deux culminent aux alentours de 5h30, 6h moins le quart du matin. Il y a aussi une occultation pour l'Antarctique, le Canada, l'Europe, peut-être, et le nord de l'Afrique. Puis la lune passe à son nœud descendant jeudi 11 décembre à 8h35 dans le 14e degré du signe de la Vierge. Et nous arrivons au dernier quartier, jeudi 11 décembre à 21h51. La Lune est alors dans le 21e degré du signe de la Vierge, le Soleil toujours Sagittaire. La Lune devant la constellation du Lion, le Soleil toujours celle d'Ophiuchus. Voilà pour la Lune. Alors que se passe-t-il du côté des planètes? On a maintenant Saturne qui a repris son mouvement direct, ainsi que Mercure la semaine dernière. Alors maintenant, que se passe-t-il? Alors on a Pluton qui va reprendre aussi, qui a repris son mouvement direct, qui est à sa latitude maximale en géocentrique, hein. En héliocentrique, a fait que descendre, mais en géocentrique, en raison de ces rétrogradations qui viennent s'achever, elle monte et elle descend, mais globalement, elle descend quand même. Donc elle est montée au maximum à -3,45, voilà. Et puis elle va redescendre jusqu'à 4,17 le 6 septembre 2026. Pluton est actuellement dans le troisième degré du signe du Verseau, devant la constellation du Capricorne. Alors pour Pluton, c'est tout. Nous avons Vénus qui arrive devant la constellation d'Ophiuchus. Elle a passé 5-6 jours devant celle du Scorpion. Et maintenant, elle va se trouver devant Ophiuchus jusqu'au 22 décembre. Bon, bah, on la voit pas, le Soleil non plus. Justement, il est devant Ophiuchus. Donc, tout ça n'est pas visible. Mais Vénus est dans le champ du coronographe, Lascaux C3, donc, qui masque le disque solaire et permet de voir les astres qui sont dans l'environnement immédiat du Soleil. Et elle va s'y trouver, c'est marqué en bas, c'est marqué dans Mais encore, et Vénus, elle va s'y trouver jusqu'au 10 février. Puis nous avons Mars aussi qui va se trouver dans le champ du coronographe Lascaux C3 à partir du 8 décembre jusqu'au 14 février, car Mars va être conjointe au Soleil, donc elle est également totalement invisible. Également, début janvier, on va avoir la conjonction supérieure de Vénus et la conjonction de Mars au Soleil, début janvier. Vénus, donc arrive devant Ophiuchus, et c'est bon pour Vénus. Nous avons Neptune, qui pareil va reprendre son mouvement direct. Donc il a le 11 décembre, oui, donc eh ben voilà, le 10 même. Elle est donc elle verse son mouvement en déclinaison également, ça, quelques dans, tôt ou tard autour du moment où elle reprend son mouvement direct. Donc, déclinaison minimale, le dimanche 7 à 21h18, un 29 degrés sud, en dessous du plan équatorial, donc. Et je rappelle qu'elle passera en déclinaison nord le 24 avril 2026, donc depuis 1944, elle était en déclinaison sud, hein, et qu'elle attendra son prochain maximum le 3 juillet 2026. Et que son plus grand minimum, elle l'a atteint en 1900, novembre 86, 1986, -22, 21. Neptune ne sort pas des limites zodiacales. Ensuite, dimanche 7, c'est 22h02, Mercure. Attendez, je finis avec Neptune, mais donc Neptune stationnaire, mercredi 10 à 13h20, elle reprend son mouvement direct jusqu'au 7 juillet. Elle sera alors dans le 5e degré du signe du Bélier. Et sa prochaine rétrogradation, ce sera du 7 juillet au 12 décembre 2026. Elle reviendra du 5e au 2e degré du signe du Bélier. Actuellement, elle est dans le signe des Poissons en raison de sa rétrogradation. Et donc, elle est dans le 30e degré du signe des Poissons, devant la constellation des Poissons. Et donc, elle reprend son mouvement direct jusqu'au 7 juillet. Elle va passer dans le signe du Bélier en janvier ou début février, puisqu'elle sera conjointe à Saturne. Mais ça, on va le voir. De toute façon, on peut en parler tout de suite. On finira de parler des rapides.
Elle sera conjointe à Saturne le 20 février en géocentrique, mais en héliocentrique, l'événement se produit ce jeudi 11 février à 4h05, alors calculé avec en coordonnées apparentes de la date avec les éphémérides de l'IMCCE, enfin maintenant LTE. Donc, parce qu'il peut y avoir beaucoup de variations hein, selon les éphémérides avec lesquelles vous calculez. Alors, j'essaie de choisir les plus précis, ceux qui peuvent qui serrer le plus au réel. Mais bon, le réel nous échappera, tout, échappera toujours aux mathématiques. Mais les mathématiques sont là pour tout, donner la structure et révéler l'harmonie. Parce que alors là, je suis tombé sur une découverte absolument extraordinaire à propos de ces conjonctions Saturne-Neptune qui se reproduisent tous les 35,7 ans environ en moyenne. Et je me demandais donc tous les combien les conjonctions Saturne-Neptune peuvent-elles revenir au même degré du zodiaque et en l'occurrence à 0 degré autour du point vernal, quoi, autour du 0 degré de longitude, soit 0 degré bélier. Eh bien, j'ai essayé le truc, j'ai fait travailler Grok pour cela. Si je fais le calcul en années avec deux virgules, j'arrive sur 87 000 ans. Si je fais le calcul en jours, tu fais faire le boulot, hein, bien sûr, j'arrive sur quelques trillions de jours. Et en années, ça fait exactement 80, 65,7 millions d'années. Mais pile poil zéro, Grok s'est enflammé. Il était époustouflé, émerveillé. Et je lui avais pas dit que c'était les périodes de Saturne-Neptune et de leur conjonction mutuelle que je lui demandais de me calculer. Je lui ai dit qu'après. Et quand il est tombé sur cette harmonie avec ces nombres, waouh! Il était bluffé. Donc j'en fais un petit article et peut-être un exposé, voilà. Donc voilà à propos de Saturne et Neptune. Donc Saturne a repris son mouvement direct la semaine dernière, je crois que c'était le 1er décembre. Et Neptune le reprend donc le 10. Non, c'était le Saturne. Eh ben non, c'était le 28 alors. Ah, j'ai la mémoire courte, oui, non, le 29 novembre. Voilà. Saturne est direct depuis le 29 novembre. Alors, il me reste à signaler sur cette fiche, on a parlé de Vénus, on a parlé il reste à parler de Mercure qui atteint son élongation maximale à l'ouest du Soleil. Elle est donc visible le matin et bien visible. Donc c'est une période favorable pour l'observation de Mercure. Bah, profitez-en. Les... Oh là là, conjonction inférieure 20 décembre. Petite erreur hein, à corriger. Je me le marque, n'est-ce pas? C'est grâce à vous que euh, Mercure 20 décembre. Donc ça va pas, elle va pas rester visible très longtemps, bien sûr. Ou alors c'était sa conjonction. Ah non, c'est ça, non, si, elle était en conjonction inférieure, oui, nouvelle Mercure, le 20 novembre, et ben oui. Et elle sera en conjonction supérieure, donc pleine Mercure, le 21 janvier, puisqu'elle est du matin, elle est élongation ouest, elle est donc, euh, c'est après nouvelle Mercure, après la conjonction inférieure. Eh bien, il nous reste plus qu'à voir qu'elle rentre dans le signe du Sagittaire, jeudi 11 à 23h39 pour clore cette période. Elle va y rester. J'ai oublié de le marquer également, décidément, jusqu'au 1er janvier. Voilà. Oh non, il n'y a rien, c'est ma chienne. C'est moi, voilà. En faisant claquer mon stylo, Mercure jusqu'au 1 janvier. Voilà. Alors, ben voilà, il ne reste plus qu'en héliocentrique. Nous avons nos trois rapides, si ce n'est nous, la Terre, qui change de signe, Mercure en héliocentrique, donc du point de vue du Soleil, entre dans le signe de la Vierge vendredi 5 à 22h21. Et j'ai oublié de marquer aussi jusqu'à quand elle y restait, mais ça, j'ai oublié de le recopier, dirons-nous, jusqu'au 12 décembre. Mars entre dans le signe du Capricorne le dimanche 7 à 17h52, en héliocentrique, hein, c'est ce qui est marqué en bleu. Elle y reste jusqu'au 27 janvier.
Et Vénus entre dans le signe du Sagittaire lundi 8 décembre à 11h41 et elle y reste jusqu'au 27 décembre. Alors, à part ça, quelles sont les réjouissances du ciel? Donc, je résume pour la Lune. On va avoir la Lune qui se lève de plus en plus tard en première moitié de nuit. Elle va donc accompagner Uranus pour la pleine Lune. Bon, on verra pas trop les Pléiades, mais on sait qu'elles sont là. Ensuite, elle va accompagner Pollux et Jupiter le dimanche 7 au soir, à voir en début de nuit, enfin à partir de 20h, que les Pollux et Jupiter soient levés. Et puis on la verra conjointe à Régulus, à l'amas de la crèche, mais c'est pareil, elle va l'éteindre un peu. L'amas de la crèche lundi 8, donc le soir. Et ou à plus tard dans la nuit, je suis bête. Enfin, à partir de 21h quand elle se lève. Et puis conjointe à Régulus, donc qui se lève à 22h55, 22h54. Alors évidemment, vous pouvez le voir en fin de nuit, milieu de nuit ou fin de nuit. Donc la Lune avec devant le lion et l'étoile Régulus du lion. Donc on a plein d'étoiles filantes aussi. On a donc alors, Pupitre Vélide, c'est pour l'hémisphère sud, quoique si vous regardez vers le sud à la bonne heure, donc au milieu de la nuit, eh bien, vous pouvez en voir raser l'horizon. Nous avons les monocérotides de décembre qui sortent de la licorne, hein. Monocéros, c'est la licorne, qui ont leur maximum le 9 décembre, ainsi que les sigma hydrides, donc ça c'est l'hydre femelle qui se trouve à droite du lion quand il se lève, en dessous du cancer, et qui ont aussi son maximum le 9 décembre à la même heure, en fin de nuit. Et puis il y a aussi des Orionides de novembre, des Taurides nord, des Géminides qui vont avoir leur maximum le 14 décembre, et ça très important, et des Coma Bérénicides, donc de la chevelure de Bérénice, qui auront leur maximum le 16 décembre. Donc les petites planètes, nous avons 16 Psyché qui est opposé au Soleil le 7 décembre. Je rappelle à propos de cet astéroïde que on le soupçonne être composé de diamants et on a envoyé une mission, hein, il y a une mission en route vers Psyché. Le 8 décembre, c'est Pomona, 32 Pomona. Le 9 décembre, c'est 43 Ariane, dont des petites planètes de magnitude 10, 11 environ. Donc, pas facile à voir pour nos télescopes, mais bon, c'est toujours éventuellement possible, bien sûr. Ce qui va intéresser dans les mêmes magnitudes, pour ceux qui ont quand même un bon équipement, et bien c'est dessus ce fameux objet interstellaire 3I Atlas qui suit maintenant une trajectoire de comète, hein, et qui est quand même de magnitude 10, donc qui décroît maintenant, hein, un éclat qui décroît en plus. Donc c'est pas du tout visible à l'œil nu. Je rappelle que Neptune, qui n'est déjà pas visible à l'œil nu, est magnitude 8. Donc il faut être vraiment bien équipé et bien la repérer, mais c'est devant la Vierge en fin de nuit et il y a une carte pour la repérer, donc avis aux photographes. Nous avons aussi les phénomènes des satellites de Jupiter, bien entendu. Donc ici sont répertoriés tous ceux qu'on peut observer. Et puis il y a les FEMU, c'est-à-dire phénomènes mutuels des satellites de Saturne également, qui donnent un petit festival là, c'est dans cette saison, enfin cette saison, cette année, dirons-nous. Et donc, les satellites qui s'occultent mutuellement, mais ça dure 1 minute, par exemple, sont observation assez délicate. Mais à mentionner, voilà. Alors, mais encore, je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais bon, puisque c'est le 4 décembre, c'est le jour où le soleil culmine au zénith à Nouméa, pendant que nous, on se caille sous un ciel gris dans l'hémisphère nord, d'autres ont le soleil de plomb au-dessus de la tête. Nouméa, bien sûr, en Nouvelle-Calédonie, 22 degrés sud, je crois bien. Donc, je vous ai dit Vénus et Mars dans le champ du coronographe Lascaux C3, ainsi que, comme chaque année, l'amas globulaire M80 du Scorpion, M4 du Scorpion et l'étoile Antares du Scorpion. Le 7 décembre, la Terre est dans le plan de l'équateur solaire, comme chaque année, puisque l'équateur solaire est incliné lui aussi par rapport à l'écliptique. Donc, il y a un moment, 7 décembre et 3-4 avril, où on est dans le plan de l'équateur solaire, puis il y a un moment, on voit à 3 mois de ça, on voit un max de sud du Soleil. Et 3 mois plus tard, après l'autre passage dans le plan de l'équateur, on voit un max de nord.
Nous sommes aussi dans la période des couchers du soleil les plus précoces de l'année, jusqu'au 12 décembre. Et puis, eh ben, du coup, les nuits sont longues, les jours sont courts. La lumière zodiacale est déjà visible en fin de nuit, et puis elle est visible en début de nuit devant le Capricorne et le Verseau. Dès la fin du crépuscule, dès que le soleil est en dessous de 18 degrés de hauteur sous l'horizon, eh bien, on peut remarquer du côté opposé la lumière zodiacale. Capricorne, Verseau, oui, qui sont plutôt est, sud-est en début de nuit. Et puis, comme chaque année, enfin avec un tout petit décalage dû à la précession des équinoxes, l'étoile Rigel, donc Bêta d'Orion, au méridien à la minuit. Et oui, c'est la période où Orion passe au méridien à la minuit, donc c'est ce que nous allons voir avec Stellarium, nous y voilà. Nous voilà donc les pieds sur terre et nous allons nous mettre la tête dans les étoiles. Nous sommes le jeudi 4 décembre sur notre belle planète, environ 45 degrés de latitude nord. Le soleil va se coucher à 15h33. Donc une heure plus tard, il est déjà bien bas et il va se coucher à 17h11 pour notre localisation. Donc chaque jour un peu plus près du sud, avec une course de plus en plus petite jusqu'au 21 décembre, 22 décembre, le jour du solstice. 22. Donc une fois que le soleil est couché, eh ben, on voit plus Mars, hein, qui est de plus en plus proche du soleil. Donc on va se tourner directement. Alors les constellations. Oui, ah oui, je voulais vous montrer. Tiens, je reviens 2 heures plus tôt quand le soleil est là. Donc là, on voit qu'il est devant la constellation d'Ophiuchus. Donc toutes les étoiles, évidemment, qui sont là. Le scorpion qui est là, tout ça, on ne les voit plus du tout. Donc 2 heures plus tard, on va se tourner vers le sud. Je vais rajouter quelques plus d'étoiles. Ces trucs-là, voilà. Faut pas que je me trompe de trucs à cliquer, hein. Donc, en début de nuit, vers le sud, on voit passer l'étoile Faux-Maillot du poisson austral et juste au-dessus, donc, il y a la constellation du Verseau. Et ce qu'on va voir le plus, c'est Saturne. Donc, Saturne qui est en très très bonne position, posture d'observation, hormis que, bien sûr, c'est la pleine lune. Nous sommes à la nuit de la pleine lune. Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé dans le bulletin précédent, puis je viens déjà de vous en reparler. Donc, c'est pas le moment idéal. On attendra que les éclats lunaires soient passés pour chercher Neptune, qui est juste à côté, là, voilà, au-dessus du petit rectangle qui est en dessous des poissons, mais qu'il faut un ciel sans lune pour voir. Donc, Saturne et Neptune sont là en début de nuit. Au-dessous, il y a donc Faux Maillot du poisson austral et Divda de la baleine, qui sont des étoiles qu'on remarque facilement. Donc, c'est devant la constellation des poissons qui se trouve sous le grand carré de Pégase que lui, on voit facilement, tandis que la constellation des poissons, on la voit difficilement. Donc, vous voyez, il y a la Lune, hein, c'est la nuit de la pleine Lune, elle s'est levée. Alors, allons le voir tout de suite. Elle se lève avant le coucher du soleil, puisqu'elle a une très grande course, hein, et que la pleine Lune, c'est à 0h13. Donc, elle est pour la Lune, pour la pleine Lune, elle est devant la constellation du Taureau au-dessus d'Aldébaran. Elle vient de passer en conjonction aux Pléiades avec Uranus ici. Donc Pléiade, Uranus, Lune, presque pleine. Là maintenant la Lune. Et ben, après, c'est la nuit de la pleine Lune. Donc elle est entre Aldébaran, Elnat et les Pléiades. C'est presque un beau triangle. Et on va la suivre. Au cours de cette nuit, on remarque toujours l'étoile Capella du cocher qui est très brillante. Donc faisons un petit tour pour la pleine lune et puis on reviendra les nuits suivantes ensuite. Les étoiles n'auront pris que 4 minutes d'avance par rapport à la veille. Donc on voit qu'elle est au-dessus d'Orion parce que vers 20 heures, Orion se lève. Donc elle va culminer très très haut, voilà, à côté de Elnat, hein. Quand elle passe près d'Elnat, de toute façon, c'est qu'elle est à sa plus haute culmination, à sa plus haute déclinaison à peu près. Donc 73 degrés de hauteur, pas loin, pour la latitude 45 nord.
aux alentours de 0h40, elle culmine, et puis elle va se coucher 9h07, déjà après le coucher du soleil, en raison de cette très grande course. Et donc elle se lève avant le coucher du soleil et elle se couche après le lever du soleil. Cette pleine lune exceptionnelle. Vous voyez, c'est truffé de dessins d'étoiles filantes. Alors on va passer la journée, puis on va attendre le lendemain, elle va se lever un peu plus tard, le 5 au soir. Donc je rappelle que cette pleine lune, donc super lune parce qu'elle est toute proche du périgée, lune la plus haute de l'année et avec la course la plus extrême, voilà, d'aller dans de la série, enfin dans la série des lunes extrêmes, voilà, il faudra attendre 2041 pour avoir une nouvelle série de lunes extrêmes, en raison de la corrélation de leur déclinaison et de leur latitude. Alors, le 5 au soir, ben, la lune se lève plus tard, 17h18, en même temps que le soleil pratiquement. Elle va avoir une course un peu plus petite, mais c'est le jour où elle aura sa plus haute déclinaison. Ben non, non, la course n'est pas plus petite encore. Regardons vers le nord en début de nuit. Alors, les étoiles, ça ne change pas, n'est-ce pas? J'enlève le méridien, hein, c'est le trait vert là, ça c'est le méridien. Donc l'étoile polaire est toujours au nord, elle indique toujours le nord. Elle a quelques, vous voyez, elle n'est pas pile poil sur le nord, puisqu'elle est à moins un tiers de degré environ de la direction exacte du nord. Donc en début de nuit, c'est la grande ours qui passe en bas et qui va s'élever, tandis que la petite ours et le dragon sont à gauche et descendent. C'est fait et tout en haut avec Cassiopée. Donc du côté de l'ouest, c'est la descente du grand triangle de l'été, Vega, Tchouk, Deneb et Altaïr. Et du côté du sud, donc on l'a vu, c'est le passage de cette année Saturne, mais sinon chaque année, le poisson austral avec le Verseau au-dessus et Pégase. En dessous de Pégase, on a le V des poissons. Alors un peu plus tard, dans la nuit, on va se tourner là, on va faire de nuit en nuit, on va guetter le lever de la lune de plus en plus tardif. Donc on va le lendemain, le 6 décembre, la lune se lève à 18h29, donc on va se prendre une heure de plus. Elle est devant la constellation des Gémeaux. On est au côté nord-est, vous voyez. Elle va se lever ensuite de plus en plus près de l'est. Le 7 décembre, elle est conjointe à Jupiter. Alors on a un magnifique L pratiquement avec Castor Pollux et la Lune hein, quand il se lève vers 20h30. Et avec Jupiter, ça forme un beau L, donc une lune gibbeuse décroissante, donc entre la plaine et le quartier, chaque jour, une portion de moins d'éclairé. Là, donc, 7 décembre, conjointe à Jupiter, vous apprécierez cette belle figure. Le 8 décembre, ah non, pas une, oui, bah, une heure et une journée de plus, elle est conjointe, elle est devant le cancer et elle est conjointe à l'amas de la crèche qui se trouve ici. Voilà, donc à son lever vers 21h, vers 20 21h, elle a l'amas de la crèche sur sa droite, le 8 décembre. Le 9 décembre, eh ben, elle se lève 22h25, elle se lève plus tard. Voilà, et sa course diminue, vous voyez, elle se rapproche de l'est. Elle est devant le lion, c'est la tête du lion, et ça, c'est la tête de l'hydre qui se lève. Donc, on va lui donner une heure de plus. Vous voyez, Régulus est ici. Donc, elle va être à droite, si on est penché sur l'écliptique. On la verra au-dessus de Régulus à son lever, le 9. Le 10, elle va se trouver. Ah, j'ai pris une heure de plus. Bon. Nuit, le 9, nuit du 9 au 10. Nuit du 10 au 11. Alors, j'avance plus tard dans la nuit, hein. Nuit du 10 au 11, 2h34. Voilà, elle se lève juste avant minuit. Et donc, elle est en dessous du ventre du lion. Et voilà, on peut aller jusque le 11 au soir, puisque c'est à 21h51, je crois, le dernier quartier. Donc, c'est sur la nuit du 11 au 12. Ici, Denebola, la queue du lion. Voilà, donc la lune a son dernier quartier devant
La constellation du Lion encore, mais elle va pas tarder à arriver devant celle de la Vierge. Voilà, donc on va faire la fin de nuit. On va revenir à minuit pour voir au nord où c'est qu'on est. J'enlève tous les objets du ciel profond, ça fait charger la carte. Donc le minuit, c'est aux alentours de 0h40. Le jour diminue jusqu'au 22 décembre, mais se décale également vers le soir. C'est pour ça que les jours arrêtent de diminuer à partir du 13 décembre. C'est pour ça que là, on est dans la période des couchers de soleil les plus précoces de l'année. Donc en milieu de nuit, c'est le dragon et la petite ours qui sont au plus bas, dans leur culmination inférieure. On voit des nebs qui se couchent, des nebs du cygne. La petite casserole est comme suspendue à son clou, mais déjà, il commence à remonter. Donc la grande ours est franchement à droite en train de remonter. Cassiopée et ses fées sont franchement à gauche en train de descendre. Et tout en haut, on a la girafe qui est discrète, mais c'est le moment d'observer les belles formations dans la girafe. Je connais bien la cascade de Campbell. Je ne sais pas si ça va nous la montrer. Voilà, la plus discrète des constellations du Nord, la girafe. Du côté de l'ouest, en milieu de nuit, bah, Pégase plonge et les poissons vont se coucher. Vous voyez, Saturne et Neptune, c'est fini déjà. Ils sont déjà en train de se coucher. Non, c'est pas possible. Donc quelque chose là. Saturne n'est pas déjà couché quand même. Si. Si. Saturne se couche à 1h05. Oui, ils avancent de plus en plus leur coucher. Donc 0h40, on la voit, elle est en train de se coucher. Donc c'est Saturne et Neptune, maintenant c'est début de nuit, donc ça va être une bonne semaine, puisque la Lune va dégager le terrain. Donc profitons-en pour regarder Neptune, le 12. Le 12, y a pas de problème. La nuit du 11 au 12, ou à 20h40, c'est parfait. Donc même 19h40, il fait nuit noire. Et donc on a au sud, là c'est le meilleur moment, en début de nuit, donc Saturne, et puis à côté Neptune. On va détailler pour l'observer. Donc Saturne est ici, notre petit rectangle est juste en dessous. En fait, elle est dans le prolongement des deux étoiles de gauche du rectangle. Et il y a une autre petite étoile derrière. Voilà, magnitude 8, mais c'est très bon moment pour observer Neptune et aussi Uranus. Uranus, donc, qui est en dessous des Pléiades, ici, et qui culmine à 23h13. Donc, début de nuit également excellent pour observer Uranus. Vous voyez les Pléiades, pareil, Uranus passe juste à côté d'une étoile, 14 taureaux. Elle est juste en dessous de l'étoile qui doit faire à peu près la même magnitude. Donc magnitude 5,6 pour Uranus, théoriquement visible à l'œil nu dans un très bon ciel. Ouais, l'étoile 6,1 et Uranus 5,6. L'étoile est un petit peu moins brillante qu'Uranus. Voilà pour nos deux planètes invisibles à l'œil nu, à observer au télescope. Et puis nous avons Jupiter, tiens, qui se lève dans cette nuit du 11 au 12 décembre, qui se lève à 19h35. Elle avance son lever, hein. Donc une heure plus tard, on la voit s'élever, donc à droite, en dessous de l'alignement Castor et Pollux. Ben, je crois que on va aller jusqu'au bout de la nuit, n'est-ce pas? Bah oui, il faut aller au bout de la nuit. Donc, tout au bout de la nuit, je reste du côté de l'est, on regarde ce qui se lève. Donc Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, qui se lève à peu près au sud-est, à 21h20. Donc hein, on regarde au milieu de nuit. Donc milieu de nuit, on a... Je vais revenir. Oh ben c'est pas grave. Au nuit du 11 au 12, donc 0h40, j'ai oublié de vous faire la culmination. Donc voilà, c'est Orion qui culmine avec en dessous le lièvre, à gauche, en dessous Sirius du grand chien, Procyon du petit chien. Donc les jumeaux, les Gémeaux, Castor et Pollux, avec ornés de Jupiter, Jupiter en dessous qui brille le plus fort dans tout cet ensemble, Capella du Cocher, ici les Pléiades avec Uranus,
Aldébaran du Taureau et puis Bételgeuse d'Orion. Donc voilà, je vous redessine le grand G de l'hiver, comme ça. Voilà. Donc culmination en milieu de nuit d'Orion. Ça, c'est tous les ans. C'est réglé comme du papier à musique, les étoiles et les planètes viennent broder, et la Lune sur cette ce schéma immuable qui se décale en fonction de, enfin pas immuable complètement, hein, mais puisque les étoiles sur des dizaines de milliers d'années se décalent les unes par rapport aux autres, parce qu'en fait elles sont pas à la même distance, elles sont animées de vitesse extrêmement rapide, mais comme elles sont extrêmement loin, le mouvement ne s'apprécie que sur plusieurs dizaines de millénaires, le décalage des étoiles entre elles. Et puis après, il y a le décalage qui s'apprécie de siècle en siècle de la précession des équinoxes. Voilà, 1 degré tous les 72 ans. Mais là, ça décale pas les étoiles entre elles. Donc à l'est, on va finir notre nuit. Donc milieu de nuit, le lion se lève, avec donc la nuit du 11 au 12, la lune est en dessous. Arcturus du Bouvier qui se lève à 2h20 et une. Voilà, Hercule, le petit ours, le dragon, se élève en fin de nuit. La balance qui se lève. Donc la Vierge, Pica de la Vierge, ça c'est pour la semaine prochaine. Et puis, ben, faut pas louper Mercure, en fait, au sud-est, donc vers 7h. Alors, 6h40, voilà, vers 7h, vous avez toutes les chances de pouvoir voir Mercure, qui est de bon éclat, à magnitude négative, -0,5. Donc, Mercure, OK. Par contre, si vous voulez voir Vénus, il va falloir attendre. Et vraiment, il faut presque qu'il fasse jour. Vénus se lève que 35 minutes après le soleil, avant le lever du soleil, je veux dire. La voilà. Donc, comme elle est très très brillante, si votre horizon est dégagé et que vous savez où la guetter, si vous ne voyez pas du premier coup d'œil avec des jumelles, vous pouvez la trouver. Vous voyez, vous avez Mercure, vous repérez la direction sud-est et Vénus est là. Ici, c'est la constellation du Scorpion. Alors voilà pour cette belle semaine, hein, de tas de choses intéressantes à observer, remarquer, admirer. On va finir avec quelques images. Donc ici, tiens, j'aurais pu préparer mes images. J'ai oublié, mais les voilà. Alors le soleil, alors il faut parler du soleil. Là, il y a eu une éruption du feu de Dieu, donc le 1er décembre, de classe X4 ou 5, très très forte, avec deux énormes groupes de taches qui sont d'une superficie équivalente à la tache de Carrington, donc celui à qui on doit la mesure de la rotation synodique du Soleil. C'est depuis lui qu'on compte les rotations synodiques du Soleil, et donc qui observait les taches solaires, et qui avait repéré ces deux grandes taches, enfin une très grande tache, et puis ça a été, consécutivement, il y a eu une grande panne de tout le télégraphe. C'était en 1859. Donc on a une surface tachée là équivalente à celle de Carrington. C'est impressionnant, et d'ailleurs il y a une image, alors pas ici bien sûr. Alors ça, je passe les images les unes après les autres. Celle-ci est fantastique. Elle fait partie du catalogue des images du James Webb Télescope du mois de novembre, la galaxie de la nébuleuse de l'araignée rouge. C'est splendide. Là voilà la tâche de Carrington. Alors ici, la tâche dessinée par Carrington en 1859 sur le Soleil. Et ici, alors c'est reporté à la même échelle, les tâches actuelles là qu'on observe le 1er décembre, pour montrer que c'est à peu près la même superficie tachée. Notre Lune, qui était au premier quartier le 28 novembre, donc quand le Soleil s'y levait dessus, donc ici sur la mer des pluies, ici Platon, voilà, Hérodote et Aristillus et Hérodote, si je ne m'abuse. Voilà, vous avez les détails dans l'article. Là, ça c'est fait avec l'atlas virtuel de la Lune. Donc cette semaine, nous allons voir le Soleil se coucher sur la Lune. Et ça commence la nuit du 5 au 6 décembre, donc sur le coup de 6 heures du matin, le Soleil commence à se coucher sur ce côté de la Lune.
Et c'est le moment de repérer, par exemple, le cratère Condorcet, qui se trouve en dessous de la mer des Crises. Au deuxième jour après la pleine lune, le soleil se couche sur la mer des Crises. Première tâche, elle a l'air très remarquable et toute ronde et grise et complètement à droite quand vous la regardez sans télescope. Et sinon, au télescope, ça renverse l'image. Et quelques jours plus tard, le 9 décembre, 3 jours plus tard, le soleil en délasse de son coucher. Et là, il est en train de se coucher sur le cratère Posidonius, donc qui se trouve au nord de la mer de la Sérénité. Vous voyez, il fait nuit sur la mer des Crises. Et maintenant, le soleil se couche sur la mer de la Sérénité, donc au quatrième jour, quoi. 5 jours après la nouvelle lune, 4 jours après la pleine lune. Voilà une autre image d'une galaxie spirale barrée, celle-ci faite par un photographe amateur, les pieds sur le sol. Magnifique galaxie spirale barrée dans la constellation des Poissons, NGC 660, et magnifique photo. Le parcours de Mars, du 10 octobre 2025 au 2 mai 2026, devant les étoiles, donc profitons-en pour se repérer. 12,04, voilà, actuellement Mars est là, devant la constellation d'Ophiuchus, et ça, un petit trait tous les 2 jours. Voilà, mouvement direct de Mars. Et donc, il sera conjointe au Soleil à peu près le 9-10 janvier, donc par ici. Et alors, aussi du côté des spatiales, il s'est passé des tas de trucs. Donc, alors, il y a eu le booster de Starship qui a explosé sur le pas de tir. Donc, non, même pas, le banc d'essai, au banc d'essai. Et il y a eu le sauvetage des taïkonautes chinois avec l'envoi d'une capsule Shenzhou 22, je crois, à vide, donc pour leur permettre d'avoir un véhicule de secours, car leur capsule avait été, leur vaisseau de retour avait été endommagé par des débris spatiaux. Donc la Chine a assuré, ils sont restés 11 jours sans pouvoir avoir de véhicule de retour. Ça y est, c'est réglé, la Chine a assuré. Et là, nous voyons le dernier lancement de Soyouz avant un moment, parce que donc Soyouz MS-28, c'était donc le 27 novembre, a parfaitement décollé, assuré sa mission d'envoyer 3 astronautes vers l'ISS, 2 Russes et un Américain. De ce côté-là, nickel. L'ennui, c'est que le lancement a défoncé le pas de tir qui est sérieusement endommagé avec la cabine de chantier, enfin la cabine, comment ils appellent ça? Enfin une cabine rétractable qui est sous le jet là, du lancement, tant que c'est en travaux, en préparatif, et puis après qui se rétracte dans une cavité protégée sur des rails. Et de l'autre côté, ben là, elle est foutue la cabine. Et donc, les Russes se trouvent privés de bases de lancement pour les vols habités. Ils ont des bases de lancement, mais pas pour des vols habités. Donc là, ils sont embêtés. Et un autre vol de Soyouz qui devait venir le 20 décembre, par là, est forcément annulé. Voilà ce qu'en est l'actualité spatiale du moment. Vous voyez que c'est mouvementé et qu'il y a eu des tas de galères pour tout le monde, chacun à sa manière. On va finir sur cette belle petite photo de Saturne, dont on voit les anneaux pratiquement par la tranche en ce moment. Mais maintenant, ils sont en train de s'incliner et on les voit de mieux en mieux par en dessous, donc le côté sud des anneaux. C'était le 29 novembre, notre délicate Saturne, voilà, par un photographe de Malaisie. Un style, on apprécie même à travers l'astrophoto les styles différents des photographes selon qu'ils sont américains, européens, asiatiques. Chacun a sa touche. Voilà, alors je vous laisse sur cette belle image de Saturne. Je viens vous refaire un petit coucou quand même. Je finis de partager cet écran. Ben, j'ai perdu mon partage d'écran, là, je crois que j'y suis plus. Si, je suis là. Ah, ah, j'avais perdu. Alors voilà, mes très chers amis, je vous remercie d'avoir suivi ce bulletin astronomique jusqu'au bout.
Je vous souhaite une très belle semaine et de belles observations. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite de nos aventures terre-ciel. Restez branchés, admirez, admirez, et puis ben, comprenez de mieux en mieux comment ça marche, comment ça tourne. Je vous embrasse, je vous dis merci et à bientôt.